Thomas Granier, en vous regardant tout à l'heure, je me disais quand même qu'avant d'être un artisan du changement, il fallait avoir l'humilité de ne pas entrer dans une forme d'ethnocentrisme et l'humilité d'aborder d'autres cultures en commençant par les respecter. Et ça aussi, c'est une forme de vertu. Merci de me donner la parole. Je voudrais en profiter pour, et je répondrai, enfin, je continuerai juste après, remercier la COSENSU pour cette extraordinaire tribune, saluer les amis, les partenaires, les investisseurs de la République qui sont ici ce soir, et saluer à distance toutes les équipes au Burkina, au Mali, au Sénégal, qui travaillent pour ce programme. Vous parlez de vertu, les motivations qui m'ont amené à voyager et à rencontrer je ne parlais pas vraiment de motivation, on a bien compris de motivation. J'ai été assez frappé, et positivement, par votre façon d'aborder les choses sans imposer une technique éprouvée, que vous connaissiez, etc. Vous n'êtes pas arrivé, je veux dire, avec arrogance. Vous êtes arrivé sur la pointe des pieds. Oui, d'humilité, de vertu, pas forcément. Je pense que finalement on prend tellement et tellement rapidement chez les autres et on se construit tellement qu'on est extrêmement tout de suite payé en retour et qu'il n'y a pas forcément besoin de vertu, d'humilité. On est réellement payé quand on se tourne vers les autres. Et nos sociétés, nos cultures ont besoin de se tourner vers le monde aujourd'hui. Et chez moi, c'est un besoin naturel depuis toujours. Vous voulez dire que vous avez autant reçu que donné? Je veux dire que j'ai beaucoup plus reçu que donné. Patrick Vivray et vous, qui êtes diplômé en sciences politiques, le capitalisme tel qu'on le vit aujourd'hui, le capitalisme essentiellement financier, si on fait un raccourci, peut-il être vertueux finalement? Vous savez, il y a un chiffre terrible qui a été donné par un connaisseur, c'est un ancien responsable de la Banque centrale de Belgique, Bernard Liétard, qui mettait en évidence que sur les 3200 milliards de dollars qui s'échangent quotidiennement sur les marchés financiers, il n'y en a que 3% qui correspondent à des biens et des services réels. 97% tournent en rond dans l'économie spéculative. Alors on voit bien que la créativité, le dynamisme qu'il peut y avoir dans la zone des 3% est absolument magnifique. Mais il faut aussi s'occuper d'arrêter la casse du côté des 97%. C'est pour ça qu'il y a un lien entre les problèmes d'expérimentation, d'entreprise au meilleur sens du terme, sur le terrain, et puis les grands problèmes macroéconomiques, macrosociaux. Regardez le microcrédit, un très bel exemple. Younous, au départ, c'était à la fois un projet transformateur, mais c'était aussi un projet critique du macrocrédit. Il faut voir le degré de critique de Younous à l'égard du système bancaire. Si on oublie le lien avec la critique du capitalisme financier, justement avec les aspects macro, eh bien, il y a un moment où on finit par avoir soit une espèce de simple limitation de la casse du système global, soit même une récupération et une instrumentation. C'est l'équivalent, on appelait ça les trafics d'indulgence à l'époque de l'économie du salut. Eh bien, aujourd'hui, le greenwashing, par exemple, c'est une nouvelle forme de trafic d'indulgence. Il y a un chiffre qu'il ne faut jamais oublier, que le programme des Nations Unies pour le développement a donné une fois dans un rapport mondial sur le développement humain. C'est que rien que les dépenses publicitaires annuelles, aujourd'hui c'est 1400 milliards de dollars, rien que les dépenses publicitaires annuelles représentent 10 fois les sommes qui seraient nécessaires sur l'eau, la faim, les soins de base et le logement. Donc voilà pourquoi il faut faire ce lien entre la question des transformations de terrain et puis
la question d'un autre monde possible et de la transformation globale de ce système. Elisabeth Lamille, en 2002, vous avez publié L'entreprise verte, le développement durable change l'entreprise pour changer le monde. Est-ce que l'entreprise, c'est un peu le verrou de tout cela? En tout cas, c'était une bonne conviction, ça l'est encore, mais ce qui est sûr, c'est que les entreprises sont aux avant-postes de ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois ce dont on vient de parler là, les mouvements financiers, etc. Et puis globalement, si on prend les déchets, elles sont aux avant-postes de la quantité de déchets astronomiques qui est mise sur le marché, et le fait que ces déchets ne sont pas conçus la plupart du temps pour être recyclés, pour minimiser leur impact sur l'environnement, etc., etc. Elles sont aux avant-postes de l'épuisement des ressources, parce qu'il faut quand même avoir en tête que, et encore une fois, sans être pessimiste ou optimiste, c'est juste un fait, malgré l'engagement des entreprises et des grands groupes mondiaux dans le développement durable, je crois que le chiffre, c'est 90% des entreprises du CAC 40 aujourd'hui ont une direction de développement durable, etc. Donc on pourrait dire, bah, c'est génial, c'est gagné, hein, par rapport à où on en était en 1993 quand j'ai créé Utopie, par exemple. Il faut bien avoir en tête que ça ne change rien au problème qu'on essaie de résoudre la plupart du temps. Et que globalement, si aujourd'hui on est, par exemple, en 30 ans, on a amélioré significativement l'efficacité avec laquelle on utilise les ressources naturelles. En gros, pour produire une unité de PIB ou PNB, il faut 30% de ressources naturelles en moins par rapport à il y a 30 ans. Parce qu'on a fait des efforts sur l'éco-efficacité, le gaspillage, etc., etc. C'est super, c'est génial. Sauf que dans le même temps, on a augmenté de 50% nos prélèvements de ressources naturelles. Pourquoi? Parce que, en gros, les petits progrès qu'on a fait de manière incrémentale dans l'efficacité avec laquelle on utilise les ressources sont plus qu'annulés par le développement exponentiel des produits, l'augmentation de la population, la croissance économique fait qu'on vend. Si vous prenez le téléphone portable, les premiers téléphones portables c'est 500 grammes, aujourd'hui ils font moins de 100 grammes. D'accord? Donc on se dit c'est génial, on a beaucoup moins de matières premières, de ressources naturelles, de métaux rares, précieux, etc., dans un téléphone portable que au début. Sauf qu'entre-temps, évidemment, à l'époque, ils faisaient 500 grammes, ils coûtaient la peau des fesses et les personnes en avaient. Aujourd'hui, ils sont plus légers, mais le prix a baissé aussi. Et on en a, voilà, je crois qu'en 2010, on est à 3 milliards de téléphones vendus sur la planète, dont moins d'1% sont recyclés. Donc, pour produire tous ces téléphones, vous êtes bien obligé de continuer. Oui, mais là, vous nous dites qu'il faut arrêter de produire. Non, je dis qu'il y a des modèles économiques nouveaux à inventer, parce qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'ont fait beaucoup les entreprises jusqu'à présent, tout en faisant des choses formidables, et il y a dans les entreprises des gens qui bossent sur le développement durable, qui sont hyper motivés, qui essaient de faire changer les choses, etc. Mais le fond du truc, c'est que si on n'est pas sérieux dans comment on met ces sujets-là dans le business et pas à côté pour faire joli, comme on disait à l'instant, sur acheter une image et aussi une conscience pour rentrer chez soi le soir et pouvoir dire quand même on fait des trucs bien aussi, ça ne va pas marcher. Il faut, typiquement, prenons la téléphonie, parce que je donnais cet exemple-là, il y a des modèles nouveaux à inventer où on ne change pas de téléphone tous les 6 mois, où on est obligé de rendre son téléphone et où il est conçu pour être recyclé, etc. Et tant qu'on ne fait pas cette transition-là, dans laquelle aujourd'hui aucun opérateur sérieux est engagé avec un jeu de business sur le sujet, on n'y arrivera pas. Si on dit ah oui, on va faire un téléphone avec du bambou, on s'en fout du téléphone avec du bambou, pardonnez-moi, mais c'est pas le sujet. Et en plus, si on fait un téléphone avec une coque en bambou pleine de trucs quand même très polluants à l'intérieur et qu'on continue en vendant 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards par an, en étant un fichu de recyclé derrière, ça ne résoudra pas le problème. Oui. Sauf que, en vous écoutant, on n'imagine pas de solution, parce que, puisqu'on reste dans le téléphone portable, on n'imagine pas Apple, Sony ou Samsung se dire bon, on arrête de faire la recherche, on arrête d'améliorer nos produits, parce qu'on va arrêter de les vendre, on en a déjà assez vendu. Ça paraît impensable. Donc, mais il ne s'agit pas forcément d'arrêter de fabriquer, on peut faire des produits avec une plus grande durée de vie qui soient conçus et développer des emplois plus sur la réparation que sur la fabrication, par exemple, sur la maintenance. Il y a plein de modèles dont des entrepreneurs sociaux, des gens qui ont en film montrent que ça peut marcher. Et le point fondamental pour moi, c'est qu'aujourd'hui, les grands groupes notamment s'intéressent à ça de loin, mais pas en termes de business. Alors la question, c'est où va venir l'innovation demain? Ma conviction est que sur ces sujets-là, elle ne viendra pas des grands groupes. Et c'est un énorme problème. Elle vient des gens qu'on a vu dans le film, qu'on voit dans toute la série des artisans du changement. Elle ne vient pas des grands groupes. Alors les grands groupes essaient de regarder un peu comment ça se passe quand même, parce qu'on ne peut pas être complètement déconnecté de ça, parce qu'ils sentent bien que c'est sur la pharmacie. Regarde les innovations radicales en matière sur les notions de santé,
viennent des entrepreneurs sociaux qui arrivent à faire des produits à très bas prix pour les pays où sont les malades, c'est-à-dire plutôt les pays du Sud que nos quelques riches malades des pays du Nord, qui sont solvables évidemment, donc c'est tout cela qui intéresse également. Donc, sur beaucoup de marchés, l'innovation vient des entrepreneurs sociaux et pas des grands groupes actuels. Et malheureusement, j'ai envie de dire, sur beaucoup de marchés, il va venir d'autres gens. Regardez ce que fait Google sur l'énergie. C'est pas Google, personne n'attendait Google sur le marché de l'énergie, sauf qu'in fine, ils innovent quasi plus que les acteurs dominants de ces marchés-là.